Salut l'équipe. Quand dans un match de basket, il y a autant, voire plus de tirs à 3 points que de graines de sésame dans l'assiette d'un bobo, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. Pourtant, à l'ancienne, quand j'ai commencé le basket en 1996, les entraîneurs disaient que le tir longue distance était l'arme du faible, voire une solution de facilité. 28 ans plus tard, le tir à 3 points est devenu l'arme atomique du basketball moderne. Bien vu les gars. À l'époque, dans une équipe, quand un mec était capable de mettre 3 paniers à 3 points dans un match, il était considéré dans le vestiaire comme un demi-dieu, malgré un physique de demi-hippopotame. Aujourd'hui, ces mecs, plus personne n'en veut, même pour conduire le bus. Avant, quand tu n'avais pas de shoot, on te disait de driver, de te rapprocher près du cercle. Aujourd'hui, quand tu n'as pas de shoot, on te donne les horaires d'entraînement de l'équipe réserve de handball. Oui, le basket est en train de changer, et pas qu'un peu. Par exemple, les Celtics, champions NBA en titre, shootent désormais plus à 3 points qu'à 2 points. Eh ben, va leur dire maintenant que c'est la solution de facilité. Vous l'avez compris, le basket est dans un drôle de virage. Il y a un petit peu comme la romance pénitentiaire entre Guy Georges et Jonathan Daval. Eh ben, je ne sais pas trop quoi en penser. Quoi qu'il en soit, le mouvement est bel et bien en marche, mais attention quand même, pas sûr que tout le monde puisse y trouver son compte. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce rendez-vous devenu classique depuis quasiment 10 ans. Mais pas d'émission classique si je n'ai pas du grand classique dans mon petit canapé avec des gens bien gaillards, bien affûtés pour certains, vous choisissez. Thomas et Arthur sont là, ça va les garçons? Classique, tout à fait. Belle entrée en matière, je suis content d'être avec Arthur aujourd'hui. Je sens que ça va être une bonne émission, je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Ça va mon tuteur? Ça va et toi? Ça va très très bien. T'as vu Thomas la petite coupe qui s'est faite d'été? Beau gosse. Sachez que j'ai pas eu les cheveux aussi courts depuis 10 ans. Moi. Ben, en fait, hier quand je suis arrivé, que je t'ai vu, tu t'as mis de la lumière un petit peu dans cette rédaction de First Team qu'on avait besoin. Ça a pas eu le même effet à la maison, je vais pas te mentir. Ah bon? Ah ouais, elle a pas kiffé, la duchesse? Ah non, tu connais nos femmes aiment avoir des cheveux, enfin nos femmes, ceux qui ont la chance d'avoir des cheveux, parce que je suis le seul sur le plateau, mais tu as touché les cheveux et tout, il y a une vibe, et là, quand j'ai pris limite, ah ouais, limite, tu sais, à la maison, il y a pas ce débat là, pour 2 raisons, c'est que j'ai pas de cheveux et qu'il y a personne, donc qui m'attend. Oh vache, tu vois, il veut toujours me faire pitié, les gars. Je vais pas faire pitié, c'est rigolo, et c'est à moitié faux surtout. C'est pour les cheveux ou pour l'autre partie? Tuture, quand il y a toi ou Thomas Larocchi, c'est toujours petit point Malakoff, il y a eu quelques défaites, mais on est toujours premier quand même au championnat. Toujours premier pour l'instant, écoute, on va jouer ce week-end et puis j'espère qu'on va rattraper les défaites. Et oui, puisqu'on parle de Malakoff, on fait un gros big up à Thomas Larocchi qui s'est fait opérer du genou. Rien de grave, hein, il doit sortir aujourd'hui, mais n'hésitez pas à aller sur les réseaux. Le follow déjà, parce qu'il faut qu'il fasse monter ses réseaux, celui-ci, et puis surtout, sautez-le un prompt rétablissement. Il est possible qu'il soit là la semaine prochaine. Hein. Oui, il a dit la semaine prochaine, il a dit surtout que dans 3 semaines, il pourrait reprendre le basket. Ça va. Ça va, c'est pas les croisés, c'est ça qu'on voulait dire. Non, surtout pas, on touche du bois. Quelques annonces toujours avant d'aller dans le sommaire de l'émission. Le NBA Classic Game dans le Big Monday cette semaine. C'est du lourd. C'est du lourd. On ira en 2009 de mémoire. On ira dans un match entre les Chicago Bulls et les Boston Celtics. Un match, prenez bien du café, hein, dimanche soir. 4 prolongations. On va évidemment faire une version condensée, mais on va se régaler dans un match exceptionnel où Ray Allen met 51 points. Les Celtics peuvent finir la série, ils mènent 3-2, mais que va-t-il se passer? Kevin Garnett est blessé, vont-ils réussir? Rendez-vous lundi 22h dans le Big Monday. On a quand même rendez-vous un petit peu avant 2h, avant 20h, 22h pour la libre antenne. Ça sera ma dernière avant mon départ d'ailleurs, donc on aura plein de choses à raconter. Avant lundi, il y a dimanche, non? J'imagine. Dimanche, 19h sur DAZN, l'équipe de France s'est terminée la fenêtre internationale. On revient donc au championnat de France de LNB et énorme affiche, Bourg-en-Bresse qui reçoit Monaco. Thomas, ça va être une très très belle affiche. Ah bah pas qu'un peu, c'est Bourg-en-Bresse donc qui fait partie des 4 meilleures équipes du championnat, pas forcément au classement aujourd'hui, mais dans le projet, dans la structure. Et puis surtout, c'est Monaco qui accueille pour la première fois dans le championnat de France son nouvel entraîneur, juste la légende de l'Euroleague, la légende du basket européen, Spanoulis, qui va
bien disputer ses toutes premières minutes. Après, bon, il y a un match demain en Euroleague, mais ses premières minutes en championnat de France. Il faut relancer la machine côté monégasque après l'éviction de Sacha Obradovic. Futur, c'est pas kiffant que le 3e meilleur scoreur de l'histoire d'Euroleague va coacher le meilleur scoreur de l'Euroleague et va jouer contre le 2e meilleur scoreur de l'Euroleague. C'est fou. Ouais, j'avais pas le timing, mais écoute, c'est top. Mais moi, je suis content pour Spanoulis. C'est un gars qu'on a kiffé. Et puis, je sais pas si vous avez vu les premières images de l'entraînement. Le gars est précis, le gars a faim, et c'est cool pour la culture de Monaco. Et on a aimé ce qu'il a fait avec la Grèce, hein. Le TQ, ensuite les JO, c'était lui le sélectionneur. Il était investi. Exactement. Le mot c'est investi. Le gars est très investi. Tu vois, ça me fait penser à Jasukevicius quand il a commencé à coacher. C'est des mecs quand même, tu sens qu'ils ont encore ce feeling, cette âme de joueur. Donc on suivra ça évidemment, mais on va le suivre notamment dans le LNB DAZN Club. Vous le savez, tout au long de la saison, une fois par mois, on vous propose LNB DAZN Club. Le numéro 2, c'est mardi prochain. Mais entre les deux LNB Club, hier, on vous a fourni le reveal du All-Star Game de LNB. Donc, ça sera le 29 décembre à l'Accor Arena. Et hier, on a fait une émission avec Steph et Thomas. On s'est régalé. On vous a donné la Team France, la Team la Team Monde, et on vous a aussi donné les concours avec une spécificité et une amélioration sur le concours des meneurs. On va se régaler, Thomas. Ouais, clairement. Tu l'as vu ça ou pas? Bien sûr que je l'ai vu. Le Skill Challenge, le Lotus Skill Challenge qui devient un Skill Challenge habituel avec un finition à 1 contre 1 entre les meilleurs meneurs de toute la ligue. Finition, c'est toujours 1 contre 1. Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Non, parfois c'est 1 contre 0. Ou 5 contre 1. Allez, chacun fait comme il veut. Les amis, c'est bientôt Noël. On a prévu des choses. On va vite enchaîner. C'est bientôt Noël. Donc, on a prévu des choses pour vous. La semaine prochaine, soyez bien sur nos réseaux. Soyez bien sur les réseaux de Dahomey. Soyez bien sur les réseaux Champion. Puisque First Team, donc en collaboration avec Dahomey et Champion, on va vous sortir du merch de très haut niveau pour ces vacances de Noël. C'est ça aussi qu'on aime bien vous proposer sur ces fins de saison. Donc, restez bien avec nous pour voir le reveal de ce nouveau merch à 3 entre First Team, Champion et Dahomey. Soyez bien sur les réseaux sociaux de chacune de ces 3 brands, comme j'aime bien dire. Allez, on va se plonger dans le sommaire des news. On va parler d'un Français qui a réalisé son meilleur match de NBA. Bon, en même temps, ça fait 3 mois qu'il y est, mais c'est bien quand même de voir Tidjane Salin réaliser un très bon match hier soir face au Miami Heat. Ensuite, on ira dans un débat sur les Knicks. Meilleur ou pas que la saison dernière? J'espère que l'émission elle va durer 4 heures parce qu'il y a énormément de choses à dire. Une palette sur un homme qui est indéfendable. Ce ne sera pas d'ailleurs une palette très académique puisqu'on va faire une palette sur LaMelo Ball. Et on essaiera de comprendre, de voir comment c'est indéfendable notre ami en ce moment. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. On finira avec le quiz. Et je vous cache pas, je vous l'ai déjà dit, c'est mon dernier First Day Show sur place avant 2025. J'espère vraiment partir sur une victoire. Parce que c'est ce sera la première, ouais. Ce sera la première de l'année. On répète quand même que pour l'instant, c'est donc 7e faire des shows, peut-être 6e ou 7e. J'ai tout gagné, sauf lorsque Thomas Larukis a gagné. Ah, Thomas a gagné. Mais Jean-Mario Moule, champion, champion. Et Théo Messer aussi de Rivers, qui était là et qui a battu Erwan. Pour l'instant, il est Fanny le mec. Mais pire que tout, c'est que la dernière fois, on a fait les Kelfac, et j'imagine que si t'es là qu'il y aura des Kelfac. J'espère. C'est Thomas qui a gagné. C'est la première fois. La première fois, c'est lui qui gagne. Non, c'est la première fois pour l'instant, série en cours. Tu sais, venez me chercher les mecs. Tu sais, c'est comme dans les histoires d'amour, c'est pas les premiers qui comptent, c'est les derniers. Exactement, ça c'est vrai. Les comparaisons amoureuses d'Erwan. Toujours, mon gars. On est des mecs de l'amour. Bon, pas toujours que de l'amour, mais on est des mecs, on aime bien quoi partager. Allez, les news tout de suite. Allez, la première news, elle est bleu, blanc, rouge, elle est tricolore, puisqu'on va aller sur le très bon match de Tidjane Salin hier soir face au Miami. 17 points pour lui dans un match qui a longtemps été dominé par le 8, mais finalement, grâce notamment, entre autres aussi, à Tidjane Salin, les Hornets se sont offert une fin de match, et malheureusement, qu'ils l'ont mal géré. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu un très bon Tidjane Salin et un Tidjane Salin sur le terrain dans un Money Time. Ouais, absolument, c'est une bonne nouvelle pour le petit Frenchie, là, t'as raison, c'est vraiment les matchs League Pass, à regarder, même sur des longs résumés, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, et Tidjane a été bon du début à la fin. Il fait une grosse entame, il met un dunk, clairement un petit poster, t'as raison, il trouve de l'adresse assez rapidement, et l'autre info, t'as raison, c'est qu'on avait 2 Français, Moussa Diabaté et Tidjane Salin dans la fin de match, et qui va réussir un tir de très haut niveau pour repasser devant dans la dernière minute sur un rebond offensif de Moussa Diabaté. Donc c'est une bonne nouvelle, il est installé dans le 5 majeur depuis quelques temps, il profite des aléas de la saison des Hornets, et il commence, j'ai l'impression, à vraiment gagner ses jalons de vrai joueur NBA, alors qu'au début, t'es un petit
petit peu mis au frais, on était un peu frustrés. Mais bon, les Hornets croient en lui, il n'y a aucun doute. Bravo à Tidiane, record en carrière. Tidiane qui gagne ses galons, donc au fur et à mesure des matchs. C'est son deuxième match à plus de 10 points en 8 jours, Arthur. Il est en train de s'installer, on sait que on rappelle, il est drafté 6e, mais que c'est un joueur encore qui a beaucoup de travail, qui est en train d'apprendre complètement le métier d'un joueur NBA, et c'est bien de prendre comme ça des matchs, de confirmer ce jour après jour. Ouais, tu disais, on était un peu frustré de son début de saison. Moi, j'ai plutôt été surpris parce que sur les matchs de pré-saison, il avait un gros temps de jeu, il avait des responsabilités. En fait, quand t'es drafté 6 dans une équipe qui est un peu cata, tu te dis que rapidement, tu vas avoir du temps de jeu, peut-être pas forcément être installé dans le 5 majeur, mais avoir du temps de jeu. Donc, on est content pour lui. Après, moi, ce qui m'inquiète plus sur son développement, si on prend que lui, c'est qu'il est entouré de 2 énormes croqueurs qui ont aussi un énorme temps de jeu. Miles Bridges et la Melo Ball, j'imagine. Ah non, de Brandon Miller, tu penses? Brandon Miller qui depuis 3-4 semaines là, il envoie des 25 tirs par match. Donc voilà. Après, je pense que là sur ce match-là, ce qui fait qu'il est bien, c'est qu'il est rapidement en confiance avec de l'adresse et il faudrait juste pas qu'il tombe dans un cercle où il a besoin forcément d'avoir d'adresse pour pouvoir commencer à s'épanouir. Un truc qui est cool avec Tidiane et sa sœur, elle est pareille, on l'a vu au JO, c'est que tu vois là quand il est le premier dunk qu'il met dans le match, ils sont déjà à moins 10 ou moins. Ils transmettent un jus et Janelle c'est pareil, ils ont tout le temps un truc très fédérateur de cette rage dans le bon sens du terme. Ils ont un jus sur un terrain et c'est toujours et ils le transmettent plutôt bien. Ouais, il fonctionne à l'émotion. De toute façon, déjà on le voyait à Cholet l'année dernière quand je sais plus quand ils perdent en demi ou en quart contre le Paris Basketball. Contre le Paris Basket et qu'il enlève son maillot et tout. Et qui veut jouer la dernière position avec le match plié. Et TJ Campbell il lui fait laisse tomber la trifée. Mais pourquoi vous arrêtez? Ouais, c'est un gars qui fonctionne à l'émotion, c'est ce que les GM ils ont kiffé chez lui. Donc il faut qu'il s'en serve de toute manière parce qu'il va avoir des hauts et des bas. Donc s'il arrive vite à se remettre dans des matchs avec des bons plays, tant mieux pour lui. Prochain match pour Tidjane Salin, ça sera vendredi face à New York, ensuite Atlanta dimanche et mercredi prochain contre Philadelphie. Voilà, on espère en tout cas que Tidjane va continuer de se montrer. La deuxième info de la soirée, ça s'est passé aussi hier soir, c'est une interview assez curieuse, on va la regarder et après on en parle. We've been trying to figure this out for the whole year, man. We thought this was defense was our identity, and it's not looking like it at all. We don't know what our identity right now. Me and Mike was talking about. I think we soft as hell, like as a team, internally. Like you know what I mean? Like not to the other team, but like internally, like we soft. Like we can't talk to each other. Just a bunch of little kids. It's just like we playing with a bunch of little kids, like everybody, like the whole team. We just can't talk to each other, you know. And we gotta figure it out, man, because we can't go down this road. I think doing what the fuck the coach tells us to do, like that's what I mean. Like the coach tells us one thing and we go out there and do a whole nother thing. Like that's not our game plan. The shit that y'all see us doing on defense, like that's not what the coach is telling us to do. We supposed to be doing a totally different thing. And we go out there and like try to manipulate in our mind that we smarter than the coaches and just, I don't know, man. The shit's just crazy right now. I don't. On associe à ça le fait que les Wolves ont enchaîné 7 défaites sur les 9 derniers matchs. Cette interview, elle est fascinante parce que si on avait encore des doutes, c'est clairement la merde chez les Wolves. C'est ce qu'on peut voir. Et surtout, on voit, après toujours cette attitude très Anthony Edwards, commençant quand même par l'état dans lequel sont ces Timberwolves, bilan de 8 victoires pour seulement 10 défaites. C'est vrai qu'il y a eu ce buzzer beater de Julius Randle, on a l'impression qu'il avait peut-être commencé à sceller quelque chose de manière collective et même sur et en dehors du terrain. Pas du tout, c'est clairement, tu tures le bordel à Minnesota. Ouais, c'est le bordel à Minnesota. Ce début de saison, il peut peut-être nous faire relativiser sur leur saison de l'année dernière en se disant peut-être qu'ils ont surperformé et que là, ils ont un espèce de petit retour à la réalité. Moi, j'ai l'impression que le départ de Karl Anthony Towns a fait en sorte que l'attaque des Minnesota Timberwolves n'est plus focalisée sur 2 gros joueurs qui étaient entre 25 et 30 points, mais Anthony Edwards et un petit peu tout le monde. Et peut-être que les joueurs de l'effectif sont un peu trop focus sur l'attaque, sur mettre des points, et on oublie un petit peu ce qui se passe de l'autre côté du terrain. Et les frustrations qu'on a pu voir sur l'interview ou qu'on a pu voir sur le terrain la dernière fois avec Anthony Edwards, Rudy Gobert, etc., je pense que c'est peut-être un petit peu symptomatique de tout ça. Donc, qui se reconcentre, comme il le disait, leur identité, c'est la défense. Et il va falloir qu'on oublie un petit peu ce qui se passe en attaque de l'autre côté du terrain. Et qu'on se reconcentre sur ça, parce que la saison, elle va être très longue. L'Ouest, c'est la guerre. Et ça va être compliqué pour eux. Ils sont pas encore détachés. Ils sont à 8-10. Rien n'est fait. Ça, il y a quand même ce sentiment où il y a à la fois les résultats. Ça peut arriver d'avoir une mauvaise passe. 7-9, c'est vilain pour le finaliste de conférence. Mais moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est les différents comportements.
Tu vois, oui, l'équipe est moins forte que l'année dernière. Moi, j'ai pas trop de soucis avec ça. Tu perds Towns, t'as Julius Randle et DiVincenzo qui a du mal à faire ce qu'ils faisaient l'année dernière. Oui, l'équipe est clairement moins forte en défense. C'était la première défense l'année dernière, ils sont 12e au rating. Donc oui, bah ils sont moins forts, ils sont soft, ça se sent dans des moments importants. Et ils ont clairement des moments où, en fait, tu focuses plus du tout sur le basket, mais sur leur comportement. Bien sûr qu'on a tous en tête l'action là que tout le monde a vu, Julius Randle qui veut pas faire la passe à Rudy, qui a une bonne position intérieure, il lui fait la passe et finalement Rudy il arrête de jouer, bref, et ils perdent le match derrière. Donc tout le monde est resté là-dessus, ils ont pas réussi à switcher sur une nouvelle dynamique positive derrière. Normalement, il y a un événement comme ça, on se regarde, on fait oh les mecs, et puis et voilà une nouvelle dynamique. T'enclenches quelque chose d'autre. Voilà, t'enclenches. Bah là, c'est pas du tout le cas. Et cette interview, elle va dans ce sens-là. Je pense qu'il le sent très bien avec sa désinvolture qui le caractérise. Ouais, ils sont soft. Après, ils sont soft, ils ne jouent plus comme une équipe qui est contender. Ouais, non, c'est clair. Après, il faut qu'en tant que leader, on l'a vu dans Starting 5, il a envie d'endosser ce rôle-là. Il faut qu'il fasse attention à sa communication. Là, je le disais, je trouve qu'il est trop ghetto. Franchement, j'utilise ce terme-là, mais il est trop ghetto dans tout ce qu'il fait. Et au bout d'un moment, avoir cette attitude-là, ça peut être bien, ça peut marcher sur certains joueurs. Mais lorsque tu parles d'un effectif, lorsque tu parles d'une franchise, parce que ils vivent à 30, ils vivent à 40 au final. Avoir ce comportement, je suis pas sûr que ça puisse plaire à tout le monde et ça puisse être reçu positivement par tout le monde. Donc peut-être faire un petit peu attention à ça et se reconcentrer sur la défense. Moi, je suis persuadé que le départ de Karl Anthony Towns, ce que je disais tout à l'heure, voilà, on a maintenant plein d'options en attaque. On n'a plus notre duo hyper efficace et il faut revenir sur les basiques. Est-ce que le fait qu'il y ait Julius Randle dans le coup, on retrouve quand même aussi des comportements internes? Non, mais alors, on retrouve des comportements et des choses qu'on avait senties aussi du côté des Knicks et où il était pointé du doigt. On se souvient, je crois que c'est à Milwaukee la saison dernière, quand il prend un tir qui replie pas, où il a pas la balle sur une. On retrouve aussi des comportements où Julius Randle, quelque part, qui est un bon joueur, hein. On le voit individuellement, il fait encore des bêtes de trucs. Disons que quand ça va mal, voilà. C'est pas Julius Randle qui va dire, les gars, on se calme, on va adopter le comportement parfait, du professionnel pour essayer. C'est clairement. On peut le dire, Julius Randle n'est pas ce gars-là, il le sera peut-être jamais dans sa carrière. C'est trop tard. Non, voilà, il le sera jamais. Donc, oui, bien sûr, mais il savait très bien où ils allaient en le prenant et en le faisant jouer. Alors, moi, je me pose encore la question, est-ce que Julius Randle a un avenir aux Wolves? Ou est-ce que vraiment, là, il le montre? Ou est-ce que, enfin, on peut encore se poser la question. Et les derniers résultats, en tout cas, si j'étais GM, je me dirais, bon, peut-être qu'il faut qu'on rebouge. Encore une fois, pour essayer d'avoir les mêmes résultats que l'année dernière, parce que c'est le but. Hein. Prochain match, en tout cas, des Minnesota Timberwolves, ça sera face à Los Angeles, les Clippers, et ils enchaîneront ensuite face aux Los Angeles Lakers. Donc, l'occasion de sortir, quoi. Ouais, non, c'est à domicile. C'est à domicile. Okay. Ils font un back-to-back et les Clippers sans être la haine. C'est pas un back-to-back, mais c'est à domicile. Okay. On enchaîne avec la troisième news. C'est Jay Crowder qui a été titulaire hier du côté des Kings parce que Jay Crowder a signé aux Kings. Incroyable. Ben oui, incroyable. Lui qui. Ils ont gagné. Non, mais c'est fou. On va y arriver aussi. Donc lui qui n'arrête pas qui change autant d'équipes que Leonardo DiCaprio change de meuf, et ben voilà, hier il est arrivé du côté des Kings, titulaire, 8 points, 4 rebonds et une très belle victoire face aux Wolves d'ailleurs, justement. Ouais, bah écoute, c'est une bonne nouvelle parce que on en a discuté ces derniers jours là, des Kings dans toutes nos émissions. Hier, encore dans Clutch, on en a parlé. Erwan, moi je disais qu'ils étaient simplement à leur place. Je sais pas ce qu'on en espère cette saison, mais il y a de la déception, oui. Il y a un manque de régularité, etc. Prendre Jay Crowder, un poste 3-4 défensif qui n'existe que par le tir à 3 points, j'ai l'impression que c'est une bonne pioche au vu de leur effectif. T'as pris DeRozan, il y a toujours De'Aaron Fox qui a tapé son record en carrière, bref, il y a Sabonis qui est là, on connaît l'effectif, Mike Brown et tout. Malik Monk est de retour. Malik Monk va faire du bien, t'as raison, mais c'est bien d'avoir pris un soldat autour de tous ces scoreurs, un autre soldat, en plus qui intègre avec son expérience et son profil, le 5 majeur, et qui joue 27 minutes, visiblement, il était prêt à jouer, le gars. Quand on préparait cette émission, Arthur, avec Tom Servino, il dit Jay Crowder, il est titulaire. Mais en même temps, ils n'ont pas un gonce pour défendre. Donc, quelque part, c'est aussi un profil qu'il leur fallait. Ouais, complètement. Après. Là, je sais pas dans quel état de forme il est. Il a fait un bon match cette nuit. Très honnêtement, j'ai pas vu les images. Mais dans son profil, moi, j'ai trouvé que les dernières années, il avait aussi un petit peu de mal de temps en temps à s'intégrer, à communiquer avec les autres joueurs. Et dans une équipe qui, là, manque un petit peu peut-être de stabilité, a du mal entre les retours des blessés, etc. Je me questionne pour voir un petit peu comment va être son intégration. Un match, c'est pas le reste de la saison. Non, c'est sûr. C'est un bon signal envoyé. C'est un bon signal. Tu signes dans la journée, tu joues le soir, t'es bon, tu gagnes. C'est un bon signe. T'es titulaire. Ouais, c'est un bon signe. Exactement. Et puis de toute manière, comme on disait, il y a des blessés, donc ça va pas faire de mal. Mais écoute, je m'interroge, on verra par la suite. Il était très bon aux Suns, il a disparu de la circulation aux Bucks. C'est aussi l'occasion pour lui de se relancer. On se souvient que les Bucks, quand ils signent, on n'a jamais compris ce qu'ils ont voulu en faire. Il a pas joué. Il voulait en faire un PJ Tucker.
Et finalement, ils l'ont jamais vraiment utilisé de sa faute, de la faute des Bucks. On s'en fout, mais en tout cas, le constat, c'est qu'ils sont ratés avec ce recrutement-là. Ils en ont fait un PG Trucker, du coup. Lui était titulaire, mais c'est tout à fait normal. C'est le retour de KD cette semaine. 2 matchs pour lui, une victoire. Une défaite, mais on a surtout retrouvé, les gars, un KD saignant. 23 points face aux Lakers, 30 points face aux Nets. Une victoire et une défaite. Donc, on va pouvoir d'ailleurs voir le tableau. Pardon, Tom, on avait dit l'inverse, mais c'est pas grave. Voilà, on va voir le tableau des Phoenix Suns avec Kevin Durant et sans Kevin Durant. Est-ce qu'il y a une dépendance, une ultra dépendance Kevin Durant? On en a parlé hier dans Clutch et on est allé chercher le chéquier un petit peu parce qu'on a notre analyste référence qui nous en parle. Moi, à l'instant T, je ne vois pas sur ce que propose cette équipe-là, elle est trop dépendante de KD. Elle le sera toujours, comme Thomas le disait, toutes les équipes sont dépendantes de leur star. Mais là, elle est beaucoup trop dépendante de KD pour aujourd'hui dire je vais en finale par rapport à la concurrence, où justement, je trouve qu'il y a les stars, mais il y a aussi des principes collectifs plus aboutis. Est-ce que les Suns, finalement, sont trop dépendants de Kevin Durant, selon toi? En l'état, ils sont complètement dépendants de lui, sur ce qu'il peut apporter sur le mid-range, etc. Même si l'équipe, elle shoot beaucoup plus à 3 points. Je pense qu'ils seront un petit peu moins dépendants s'ils arrivent à bouger à l'intérieur et à peut-être apporter un complément à Nurkic, qui aujourd'hui doit jouer 25 ou peut-être 20. Il y a Plumlee qui est là aussi. Ouais, ils aiment bien faire jouer Plumlee. Ouais, mais je te parle dans une optique playoff, avoir peut-être un profil un peu plus rim runner pour pouvoir défendre sur les gros babards à l'ouest. S'ils arrivent à avoir un profil un petit peu comme ça, même aller jouer sur du alley-oop avec Jones qui est bon à la passe, je pense qu'ils pourront être peut-être un petit peu moins dépendants de Kevin Durant, mais aujourd'hui clairement Kevin Durant il est pas là, c'est pas la même équipe, et dans une optique de playoff t'as besoin d'avoir un mec comme lui, donc complètement. Hier, on en a beaucoup parlé, donc je vais pas redire ce que j'ai dit hier. En revanche, moi, au-delà de Kevin Durant et tout, la défense d'hier, elle est catastrophique. Hein. Alors oui, les Nets sont capables d'être fantastiques, ils ont tapé les Warriors, ils ont été magnifiques. Cam Thomas est out pendant plusieurs mois, ils vont taper les Suns à Phoenix. La NBA cette année nous réserve quand même des surprises incroyables avec un Tyrese Martin à 30 points. What the fuck is that? Je te jure. Il a mis 30 points, le mec! Des fois, je vois des blazes. Je me dis, c'est qui la Attends, mais tu sais que ce matin, je regarde et tout. Je vois le tweet de Ayman qui est là. Je vois Tyrese Martin, record en carrière, 30 points. Moi, je l'ai appelé. J'ai faute de frappe. Faute de frappe. Tyrese Martin, il a mis 40. Qu'est-ce qu'il raconte et tout? Et là, je regarde, je vois Nets. Donc, je regarde le match. Je fais putain, ouais, le gars, il a 8 sur 10 à 3 points. Il est exceptionnel. Dennis Schroeder est fantastique. Drôle de message envoyé, tu vois, on parlait des dynamiques tout à l'heure. KD est là. C'est une équipe qui est prétendante. Tu perds contre les Nets. Ça fout un peu la honte. Alors, ça veut rien dire sur le reste parce que moi, je les imagine très très haut s'ils sont au complet. Mais bon, bref, voilà, c'est un drôle de signal envoyé. Un drôle de match perdu. Sale soirée hier quand même donc pour les Nets avec cette défaite, pour les Suns avec cette défaite face aux Nets. Et puis Bradley Beal qui n'a pas fini le match. Alors c'est une blessure, par semaine, ça, c'est une blessure en fin de match. Mais honnêtement, Bradley Beal, allez voir l'action si vous l'avez. Sur un écran de retard, on le touche, il se blesse. J'ai l'impression que Bradley Beal, encore une fois, je l'aime beaucoup. Mais Bradley Beal, on peut plus le toucher. Non mais on peut plus toucher Bradley Beal en fait. 5 ans, ça. Non mais là, ça fait depuis 2022-2023, le gars il est tout en blessé. Donc c'est un athlète exceptionnel parce que voilà, c'est un gars, il est musculeux, il est dynamique, il a des cannes de ouf et tout, mais effectivement il est injury prone, et on va pas se mentir, leurs 3 stars, parce que même Devin Booker, hein, il en raté des matchs les dernières années. Franchement, dans une projection playoff, donc comme on disait tout à l'heure, ça va être très très compliqué. Après, disons-le honnêtement, on sait tous que pour que cette équipe passe un cap, faudrait... Ils le feront jamais, hein, mais que Bradley Beal, qui a une no-trade clause, on le rappelle, hein, c'est lui qui décide où il va, ou s'il part ou pas, et Nurkic, avec un package comme ça, tu pourrais récupérer un meilleur intérieur et un ailier, un bon ailier plutôt défensif pour cet effectif-là. Il est là, il est évident le trade. Bon, j'ai l'impression qu'ils le feront jamais, par contre. Bah écoute, en tout cas, ça sera peut-être le débat. Ça sera peut-être le débat d'un force des choses cette année ou l'autre. Dis-nous. Un petit truc. Je regardais les points en carrière de Kevin Durant. Il est à 29 000 points. Franchement, il peut. J'ai regardé dans mes projections, j'ai fait mes calculs. Il peut terminer 3e meilleur scoreur. Oui. S'il pousse bien le truc et dépasser Karl Malone. Surtout qu'il va jouer 40, jusqu'à 40 ans, d'accord. Vu comment il kiffe le skateboard, même avec des blessures et tout, il peut atteindre les 36-37. Moi, je suis d'accord. Voilà. Ça sera là aussi l'occasion d'un nouveau First Show. Mais bon, on va se concentrer sur celui-là. On finit avec une dernière news. Tom, t'en as un petit peu parlé. C'est la blessure de Cam Thomas. Magnifique sensation de ce début de saison. Il sera absent 3 à 4 semaines. Lui qui est en plus libre, enfin en tout cas... donc, qui est disponible. Il n'a pas prolongé. Voilà. Du côté des Nets. Donc absent 3 à 4 semaines. Et on voit ses stats monstrueuses. 24,7 points, meilleur scoreur des Nets. Voilà. Ouais.
Bon, qu'est-ce que tu veux que je dise? Pas Oui, grand-chose, oui. c'est une info. C'est une Là, info. pour le coup, c'est une vraie info. brute. Voilà, On est ici pour lui. Point, Voilà. Cam Thomas est blessé. Ouais, mais Ben Simmons joue des matchs de basket. Ouais, il était bon hier. Il est dans le 5. Il est bon, il est pas bon, je sais pas. Bon, hier, il fait un coup. Il a fait un bon match. Il a fait un bon- Mais les mecs gagnent des matchs, Il a même quoi. chambré Bradley Beal quand Ouais. il rate son les mecs. Il met pas un pied devant l'autre depuis. Avec pote, c'est pas possible. J'espère que c'est ça, parce que sinon. Alors, Chelou. l'autre news, c'est qu'il a pas de pote Ben Simmons. Ah mince, ouais. Bon. Les Knicks, eux, ils ont beaucoup de fans par contre, et on va en parler. Sont-ils meilleurs que la saison dernière? On espère en tout cas. Meilleur ou pas que la saison dernière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet été, souvenez-vous, à la rentrée, j'avais dit que les Knicks étaient les grands gagnants de l'été, avec notamment l'arrivée de Bridges, les arrivées à Anunoby, notamment aussi, on se souvient, c'était en février dernier, l'arrivée de Karl Anthony Towns. 18 matchs après, un mois de NBA, un gros mois de NBA. Est-ce qu'on est toujours d'accord avec ce take que j'avais eu en début de saison? Ton tech t'appartient. Écoute, difficile pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire si c'est vrai ou pas. La sensation, moi, que j'ai, c'est que j'avais émis des gros doutes sur des trucs dont on m'a parlé, la défense de Towns et tout ça. Mais moi, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'il soit aussi irrégulier. Ça, c'est un truc que j'avais pas vu venir. Que l'attaque progresse à vitesse grand V, ça on l'avait vu venir. Que la défense soit beaucoup moins bien, on peut en discuter. Mais alors là, perdre des matchs à Utah, enfin tu vois, il y a des très bons matchs, celui contre les Nuggets. Il y a des très mauvais matchs. Hier, par exemple, contre les Mavs, c'était un très mauvais match. Donc la régularité, ça m'étonne que dans ce début de saison, ils n'arrivent pas à vraiment enchaîner. Pas Klay Thompson, pas Luka Doncic. Et hier, tu peux perdre à Dallas quand même. Ils n'ont pas existé hier. Ils n'ont pas. Et tout, voilà, ils n'ont pas, dans le meilleur des cas, ils n'ont pas existé. Quel regard tu as globalement sur ce début de saison des Knicks? On voit là le tableau stade de la défaite d'hier. 129 points encaissés, pourquoi pas? Bah écoute, au niveau du trade, je trouve que c'est plutôt pas mal. Tu récupères Karl Anthony Towns, qui est pas un grand défenseur comme on le disait, mais bon, ils perdent comment il s'appelle, et Randle. Randle qui n'était pas non plus un grand défenseur. Donc je pense que de ce côté-là du terrain, ils ont clairement performé. Et c'est une meilleure équipe que l'année dernière. Maintenant, les doutes que j'ai, c'est que quand tu es une équipe d'attaque, très souvent tu t'oublies défensivement. On reprenait le cas avec Minnesota tout à l'heure, et tu t'exposes à perdre des matchs contre des petites équipes qui peuvent prendre feu. Dallas, excuse-moi, mais leur équipe de cette nuit, c'est compliqué, ils se font éclater dès le premier quart-temps. Quentin Grimes, en fait, c'était Kyrie hier, c'est incroyable. Exactement, donc moi j'ai des gros doutes par rapport à ça. Alors je sais qu'il y a toujours un petit peu le fantasme qu'ont les fans new-yorkais sur le retour de notre ami Mitchell Robinson, mais pareil, en fait, au vu de leurs ambitions qui sont assez élevées, on va parler de finale de conférence, c'est-à-dire qu'il faut gagner potentiellement 12 matchs, enfin 8 matchs, plus après si tu vas aller en finale NBA. Mais même avec Robinson, je ne le vois pas tenir à ce niveau d'intensité-là sur des joutes de play-off. Donc, défensivement, ils ont besoin de faire quelque chose, notamment à l'intérieur, parce qu'en fait, le départ de Hartenstein et le retour hypothétique de Robinson, c'est trop une pièce en l'air. Alors, il y a le retour de Mitchell Robinson et le retour de Precious Achiuwa. On est sur la défense, j'avais prévu qu'on aille d'abord sur l'attaque. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir sur les trucs. Pourquoi c'est une meilleure équipe d'attaque? Parce que c'est largement une meilleure équipe d'attaque. C'est largement une meilleure équipe d'attaque, parce que du coup, l'arrivée de Karl Anthony Towns, quand même, libère énormément de choses. On parlait tout à l'heure de ce qu'il avait réussi à faire avec les Wolves la saison dernière. On retrouve ce qu'il fait. Clairement. De l'adresse, il est très adroit, donc forcément, il crée énormément d'espace. Je trouve qu'ils arrivent finalement, ils se marchent pas trop dessus avec Brunson, et il libère énormément d'espace. Et puis, il y a surtout un truc qu'on dit pas assez chez Karl Anthony Towns, même si les stats lui rendent pas assez hommage là-dessus, c'est sa qualité de passe. Sa qualité de passe qui fait qu'il arrive à donner à manger à tout le monde, et qu'aujourd'hui, effectivement, offensivement, en tout cas, les Knicks, on voit que c'est une bien meilleure équipe par le talent et aussi par les systèmes. On parlera tout à l'heure de Brunson qui, par rapport à l'année dernière où il jouait 63 000 pick and roll d'un coup, là, on voit des systèmes où il lâche plus vite la balle, il y a un petit peu plus de mouvement pour aller le retrouver plus loin dans les systèmes. Vas-y, non, écoute, effectivement, son intégration est clairement réussie. Franchement, les pourcentages qu'il a, là, j'étais parti regarder un petit peu. Il a limite ses meilleurs pourcentages, enfin, ses meilleurs en volume, en pourcentage, en adresse, sur tout ce que tu veux. Toutes ses stats offensives pures, elles sont améliorées par rapport à ce qu'il a pu faire ces dernières années. Donc, on le sent libéré. Je pense que le fait de savoir qu'une nouvelle fois, c'est pas même si dans les stats, là, c'est le numéro 1 de son équipe en points, etc., on sait que c'est Jalen Brunson qui est l'âme de cette équipe, etc. Je pense qu'il est un peu soulagé. Et surtout, en fait, il a eu des matchs statement qui ont permis de prendre confiance, et notamment au Garden. Et à partir du moment où on a un Karl Anthony Towns qui est dans cette forme-là, écoute, toute l'attaque elle rayonne. Donc moi je suis assez enthousiasmé pour eux de ce côté-là du terrain. Ce qui est dingue avec le changement là, d'identité de l'équipe, c'est que t'as donc Tom Thibodeau, qui est l'entraîneur défensif par excellence depuis 15 ans en NBA,
qui se retrouve avec une équipe où il y a quelques changements importants en termes de ce qui arrive, et que l'identité de ton équipe devienne une équipe totalement d'attaque. On parle de la deuxième meilleure attaque de toute la NBA au rating. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont pas devenus une bonne attaque. C'est une attaque extraordinaire, faite d'adresse, et t'as raison de commencer par ça, faite d'ailiers qui arrivent, franchement, qui sont très très bons. En Dancy, on peut en discuter, mais quand tu vois le match à 40 de OG Anunoby, tu vois la saison de Michael Bridges, tu vois Josh Hart qui est encore une fois très très bon. Bah tiens, on peut le prendre si tu veux ce tableau. L'attaque, le point positif, ils sont donc deuxième de NBA avec 122 points par match au rating, deuxième au pourcentage, 50%, deuxième au pourcentage à 3 points, 39%, deuxième équipe qui perd le moins de ballons, un peu moins de 12, et la 28e équipe au pace. Donc normalement, c'est toujours les équipes d'attaque qui courent. Non, c'est l'équipe qui joue demi-terrain, mais pour une raison très très simple, t'as parlé de Jalen Brunson, faut le coupler à Towns et mettre les ailiers de côté. La relation entre Towns et Brunson, elle est de très très haut niveau. C'est simple, hein, c'est le troisième duo de toute la NBA qui utilise le plus qui fait de plus de pick and roll de toute la NBA, et c'est le deuxième duo qui marque le plus de points sur le pick and roll. Ils sont parfaits sur cette relation à deux, donc du pick and pop parce que l'autre il est trop fort à 3 points, du drive pour Brunson parce qu'il est inarrêtable, et leur relation à deux sur les petites passes. Donc ça c'est le gros point fort, c'est Brunson et Towns. Il a enfin trouvé un pivot avec qui s'éclater Brunson. Avant c'était des manchots avec qui il jouait, donc ça change absolument tout pour lui. Arsène, c'est pas un manchot dans les petites finitions, mais bon, ça reste. Arsène c'était un backup jusqu'au playoff les mecs, hein. N'oubliez pas ça. Hein. On parle de ce duo-là, l'un des meilleurs de NBA. Il y a aussi les soldats, des soldats plus. On voit notamment ce qu'a fait OG Anunoby sur le mois de novembre. Il fait un mois exceptionnel. Il est en train de devenir ce que les Knicks attendent de lui depuis le mois de février dernier. Pas hier, on sait qu'il a été souvent blessé. Pas hier du tout. Ouais, pas hier. Pas hier. Donc on voit quand même les stats de Michael Bridges, de Josh Hart et de OG Anunoby. Les gars, là encore une fois, c'est des stats qu'on attend de la part de ces joueurs-là. Ouais, mais ils sont pas réguliers, les mecs. En fait, moi, ils sont très bons. Et le 5 majeur, moi, me fait kiffer de ouf. J'aime bien leur manière de jouer. Les stats sont intéressantes. On a parlé des pourcentages. Et un mec qui met 40 records en carrière contre Denver. On était quel jour? C'était, je veux dire, lundi soir. Je dis une connerie. Lundi soir. Mercredi soir, t'as un autre match. Hier, il est à 6 points. Il marque pas de la première mi-temps. Il est dramatique. Ouais, d'accord. mais après, t'es role-player. Non, mais gros, Il est pas role-player. Il gagne 200 millions. Non, mais il est pas role-player. Il est role-player. Il est irrégulier. Non. Ah non, il met 40 records en carrière et après 6. Ouais, mais ça marche pas comme ça, la vision. Tu peux pas regarder d'un match à l'autre. Si tu regardes le mois de novembre d'OG Anunoby, il est pas irrégulier. Et les résultats, ça donne quoi du coup? Irrégulier. Non, il est pas irrégulier. OG Anunoby fait une bonne saison, je vais pas te dire non. Je vais te dire que OG Anunoby est à l'image de son équipe. C'est-à-dire que les mecs n'arrivent pas à enchaîner, c'est tout. Si vous voulez dire non, c'est pas de ma faute. En fait, c'est juste que moi, je pense rejoindre Erwan, quand t'es 3ème, 4ème, 5ème option, forcément, t'as pas le même nombre de tirs d'un match à l'autre. 3ème option, il est aujourd'hui. Par rapport au contrat, tu dis ça? Non, par rapport à ses stats, il est 18 points. 3ème meilleur marqueur. Vas-y, t'as regardé, dis-moi alors. Ah non, mais pour moi, sur le mois de novembre, j'ai cru que 15, 14, 25, 24, 14, 25, 24, 16, 14, 27, 40, et il met 8, effectivement. Il a mis 8 hier? Ouais. C'est pas 6. Donc bref, non, c'est pas mal. Donc bon. Ouais, ok. Donc bon, on reviendra sur les régularités. Moi, les régularités, j'ai une explication à ça, mais je voudrais d'abord qu'on reste sur l'attaque et sur les nouveaux systèmes aussi qu'on voit de la part de Tom Thibodeau. L'année dernière, on savait que les qualités de cette équipe, c'était ce basket direct, une passe, l'ultra-agressivité, mettre beaucoup de pression sur l'1 contre 1. Et c'était jamais simple de pouvoir défendre sur eux parce que n'importe quel joueur qui avait la balle allait provoquer. Là, on a quand même des formes de jeu où on voit Brunson lâcher la balle plus souvent, repartir, remonter sur des staggers. On a des staggers aussi pour Anunoby. Donc je trouve que offensivement, on se passe un petit peu plus la balle, ce qui est pas du tout Thibodeau. Pour revenir par rapport à ce que tu disais. C'est vrai que c'est un nouveau coach. Mais vraiment, sans déconner. Hein. Mais... Tu vois, d'ailleurs, pour rigoler avant l'émission, je disais, on a l'impression que c'est les Bulls de Thibodeau et après les Bulls de Fred Hoiberg. Tu vois, ils ont pris un coach complètement à l'opposé de ce qu'était Thibodeau. Là, c'est quand même un changement d'identité que moi qui me bluffe. Tu vois, je suis encore interloqué par, t'as raison, hein, tout ce qu'ils essaient de proposer, juste dans les intentions, l'équipe n'a absolument rien à voir. Bon, le problème, c'est qu'ils oublient de défendre. Après, mais c'est passionnant. On va y arriver parce que pour moi, c'est lié parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voir une équipe de Tom Thibodeau et même quand tu vois les Knicks l'année dernière, cette volonté de se passer la balle, d'aller poser les écrans, d'être discipliné offensivement comme ça, de faire 3-4 passes, c'est pas les Knicks qu'on a connus sous Tom Thibodeau. C'est pas les Knicks qu'on a connus, mais ça montre qu'il s'est peut-être enfin adapté et qui s'est enfin ouvert à l'adaptation et au jeu de ses stars. Effectivement, lorsque tu as Karl Anthony Towns, bien que lui doit faire les efforts pour pouvoir s'ajuster au système New York, l'équipe doit aussi et le coach doit aussi s'adapter à lui. Donc en tout cas, j'ai l'impression que les évolutions du jeu, elles vont dans ce sens-là. Et on parle pas aussi, mais par exemple, quand tu prends un gars comme Michael Bridges, c'est un gars qui était limite d'être All-Star lorsqu'il fait son premier passage aux Nets. C'est des gars aussi qu'il faut intégrer, qu'il faut essayer de faire adhérer à ton projet. Et si tu fais que les planquer dans le corner et que leur demander de défense, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Donc je pense que dans son management, il a réussi à
à s'émanciper un petit peu et à essayer d'un petit peu plus les intégrer par un jeu de passe comme tu disais et par un jeu un petit peu plus collectif. Après pour l'instant ça paye d'un côté du terrain, peut-être un petit peu moins de l'autre, mais en tout cas je suis plutôt content des adaptations de Thibodeau. Important pour rester sur... Oui, vas-y. Et les seuls doutes que j'ai sur une vraie mue de Thibodeau, c'est peut-être les temps de jeu qui vont arriver en play-off, et là par contre je pense pas qu'il ait énormément changé. Il continue dans ses délires de temps de jeu, mais moi il y a quand même un truc qui me fait dire qu'ils vont pas y arriver à un moment donné, quand je reste que sur l'attaque, c'est qu'ils sont ultra dépendants de leur adresse. Ils le sont. Alors, pour l'instant, ça passe très bien. Tu vois, ils sont à 39% au tir. Il y en a eu d'autres. Ça me rappelle les Celtics l'année dernière. Moi, dans mes grands doutes de playoff, c'était, bon, leur mental, on en a beaucoup discuté, mais est-ce qu'ils vont continuer, avec le volume qu'ils prennent à 3 points, à être aussi adroits ? Là, c'est une grande question que je me pose pour les Knicks, c'est que, franchement, ils font kiffer, il y a des passes, des trucs, mais ils font que chuter à 3, tu vois, c'est un truc de fou, 39%, ok, mais il faut que ça perdure dans les moments où ça va être un peu plus dur, où l'adversité va augmenter sur certains matchs de saison régulière, la NBA Cup, ou sur le premier tour des playoffs. C'est ma grande interrogation sur l'attaque. Bête d'attaque, oui, mais ultra dépendante de l'adresse. Hier, je le dis, hein, hier, ils ont été minables dans l'adresse. Il y a que Bridges qui met 2-3 points dans la première mi-temps. Enfin, c'est un truc de ouf. Je vais aller dans ton sens, donc on est en train d'aller sur le très positif, et c'est l'attaque, on a vu les stats, mais dans l'attaque, il y a des choses qui sont... Et de toute façon, les Knicks, aujourd'hui, pour moi, c'est une équipe un peu paradoxale. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, dans le pace, est l'avant-dernière de NBA, elle court pas. Et chaque fois qu'elle court, parce qu'il y a quand même des putains d'avions de chasse dans cette équipe-là. C'est-à-dire quand Bridges court, quand Anunoby court, et que Brunson pousse la balle ou Josh Hart, ils ont toujours un lay-up. Tu remarqueras, ils ont ou un tir ouvert à 3 points, ou un panier facile, tant c'est des avions, et qui peuvent mettre une vraie pression sur le repli défensif. Pour moi, ils courent pas assez. Ça, c'est une chose. Après, l'autre chose, c'est aussi que, on parle de Thibodeau, il a quand même pas, on va pas quand même changer les rayures du zèbre, c'est que le banc des Knicks est le pire de NBA, pas parce que les mecs sont nuls, parce que je trouve que Cameron Payne fait de très bonnes choses. Oui, même juste McBride, il est blessé, mais c'est juste qu'il est pas du tout utilisé. C'est le dernier banc le plus utilisé de NBA, et pourtant on le voit dans les pourcentages à 3 points, notamment sont pas mal. On rappelle qu'il y a Precious Achiuwa et Mitchell Robinson qui sont blessés, donc tu as une très bonne attaque et en même temps tu cours très peu. C'est peut-être pour ça, moi, un axe de progression à voir sur cette équipe-là. On est sur l'attaque, ça se passe pas trop mal. Maintenant, l'autre lecture, c'est qu'effectivement, défensivement, cette équipe-là, c'est l'une des pires défenses, c'est la 24e défense NBA. Je suis pas persuadé que Tom Thibodeau ait déjà coaché une équipe 24e défense de NBA. Et puis surtout, quand je regarde les Knicks jouer, que ce soit hier, que ce soit à Denver, que ce soit depuis le début de saison, je vois quand même Anunoby, il passe dans les écrans, les efforts, pam, pim, pum, pam, sort les mecs, on switch grand, petit, la bagarre. Josh Hart, toujours pareil, c'est un deuxième arrière, c'est un deuxième ligne de rugby, il met la tête où personne ne veut mettre la main. Michael Bridges, les duels, on est fort et tout. Donc, tu as 3 mecs, starters, qui jouent beaucoup, on a vu le banc en l'utilisation. 3 mecs qui se dépouillent défensivement, qui trichent jamais dans les aides ou sur le 1 contre 1, et pourtant, tu es la 24e défense. Ce qu'on voit, et on va le voir en stats, c'est qu'en fait, les Knicks, quand ils jouent une équipe, les mecs sont ciblés. Et qui est ciblé ? Karl Anthony Towns et Jalen Brunson. Mais là, le gros souci de toute ta démonstration, c'est que les 3 super défenseurs que tu cites, c'est 3 fois le même profil. C'est-à-dire que... C'est un problème, ça ? Mais c'est un énorme problème. Parce que tu peux avoir une faiblesse sur un ailier, sur un arrière, mais si ton meneur c'est un bête de défenseur et ton pivot c'est un bête de défenseur, tu vas voir que ta défense, elle va pouvoir, dans les systèmes défensifs, elle va pouvoir tenir la dragée, puisque toutes les équipes font que du pick and roll. Elles font avec qui le pick and roll ? Des meneurs et des pivots. Qui défend sur les pick and roll ? Les meneurs et les pivots, même si bien sûr on peut switcher et tout, mais sauf que c'est facile d'amener Jalen Brunson dans un pick and roll. Donc le gros souci, et moi je suis pas en train de réinventer le basket, quand on a vu quand Anthony Towns va venir aux Knicks, on s'est dit bon bah ouais, ils vont gagner un bête de gars, de l'adresse, du leadership, plein de choses et tout, mais un gars qui est catastrophique sur les défenses pick and roll, quelle que soit la défense pick and roll, tu peux faire du ice, du drop coverage, du machin, il est minable. Il est cata, tu peux switcher sur tout, il peut pas, en fait, ses qualités ne vont pas dans ce sens-là. C'est ça. Non, mais il est pas bon, il est pas bon. Arthur, toi qui est le coach sportif de ce trio-là, on voit Anthony Towns, j'y arrive. J'y arrive, si tu laisses finir les phrases, j'y arrive. Ah bah, on voit sur les pas latéraux, comme il est lent de ouf, Karl Anthony Towns. Mais ça... Il a pas de jus dans les jambes, quoi. Il a pas besoin d'avoir fait 10 ans de fitness pour pas avoir vu ça à c'est ce que je voulais te dire. C'est clair, mais j'ai envie de te dire un truc, même à Kentucky, ça se voyait déjà quand il est comparé à Anthony Davis, on sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais oui, et puis même, tu vois, là où on voit qu'il a pas de jambes, même quand il tire, c'est un gars, il tire jambes tendues. Ça a jamais été un athlète. Et ce qui fait encore plus de mal sur sa capacité à pouvoir défendre, c'est que ça fait 1 ou 2 ans qu'il est avec Rudy Gobert, qui prend tout le taf défensif et que lui, il est juste là à essayer de se cacher, à essayer de montrer un petit peu, à faire du blaire en défense. Et il a pas pris des bonnes habitudes sur les 24 derniers mois. Donc effectivement, quand tu arrives dans une autre équipe, tu peux faire semblant un petit peu, un match, 2 matchs, peut-être sur une série de playoffs, mais sur toute une saison, c'est beaucoup trop compliqué. Donc comme tu le disais, j'ai
rien d'autre à dire. Les 3 défenseurs sur les postes extérieurs, c'est des bêtes de défenseurs, c'est des gars qui se tapent. Bref, il y a rien d'autre à dire. Mais c'est le même profil. Et puisque tous les pick and roll c'est 1-5, bah effectivement c'est très très compliqué. Donc il y a des axes, on peut réfléchir à des choses, à des adaptations, mais ça va pas venir en tout cas de Karl Anthony Towns directement. Ce qui est fou et ce qu'on voyait beaucoup moins à Minnesota, je dis pas qu'on le voyait pas, mais ce qu'on voit beaucoup moins, c'est que là, c'est le ciblage. C'est presque du harcèlement sur Karl Anthony Towns. Il y a ESPN qui a sorti cette stat assez incroyable, c'est que les défenses où Karl Anthony Towns est le premier défenseur dans la zone proche du panier, enfin, ou de j'avais vu ça. Ouais. C'est 32 sur 35, c'est 91% de paniers marqués pour l'équipe adverse. Oui, en fait, on a l'impression que Brunson et surtout Karl Anthony Towns sont vraiment ciblés. On va revoir le tableau, Tom, tu peux l'envoyer, parce qu'il est archi intéressant. Donc regardez, c'est la 24e défense NBA. C'est la 28e équipe NBA qui consomme le plus de tirs à 3 points, quasiment 15. C'est l'équipe contre laquelle on joue le plus de pick and roll. Plus de 17 pick and roll par match joué contre la défense des Knicks. Et c'est la 28e équipe qui encaisse le plus de paniers sur pick and roll. Rien de choquant, j'ai l'impression, c'est les matchs qu'on voit. J'ajouterais aussi à ça qu'ils sont 28e équipe qui fait le moins d'interceptions. C'est la 28e équipe de toute la NBA, dans ces stats bruts, qui fait le moins de contres. Alors l'année dernière, ils étaient déjà dans les derniers au contre. Parce que Mitchell Robinson avait été blessé. Mitchell Robinson, à partir du moment où il est sur le terrain, il va produire des contres, tu peux pas jouer autant de pick and roll, etc. Mais pas tant que ça. Hein. Non mais après il gêne beaucoup. Hein. Il gêne un peu. En contre pur, c'est pas un grand contreur. Tu as raison, mais la différence c'est ok, Mitchell Robinson dans la défense, on va éviter d'aller dans la raquette. Okay. Ça change absolument tout. Là il y a Karl Anthony Towns. En fait c'est une histoire de mindset. Il y a Karl Anthony Towns, il y a Jalen Brunson, on va faire que du pick and roll. Ouais. Et toutes les équipes le savent. Et il y a aucune équipe qui va changer ce game plan. Et ça va même s'accentuer quand on va arriver en playoff. Quand ils vont affronter Indiana, quand ils vont affronter Boston, on peut tous les citer, les mecs. Sur un premier tour face aux Sixers, on sait jamais. Mais bien sûr. Imagine, ils finissent. Peut-être pas premier alors. S'ils sont 3e. Et que les autres font une remontada un peu là. Ouais. Les gars, après, les Bucks. Non, mais il a raison, mais les gars, si on tire la ficelle de cette pelote de laine, c'est que avec Karl Anthony Towns qui est tout le temps impliqué dans les défenses pick and roll, et on l'a vu et on le voit tout le temps, moi je le vois arriver, c'est que ils savent sur les drop coverage, parce que c'est ce qu'il fait quasiment la plupart du temps Karl Anthony Towns, les mecs ils le savent, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent énormément d'aide, donc ou t'es battu sur le jeu à 2, ou t'es battu à l'opposé à chaque fois. Donc de la zone, en fait, j'ai rarement vu une équipe où on se dit allez venez, on va faire ça, et quoi qu'il a, on a toutes les réponses déjà prêtes sur ce que vous allez proposer. C'est quand même assez fou. C'est aussi de leur faute. Je crois que la NBA c'est d'adapter ta défense en fonction de l'équipe adverse et aussi du moment du match. Il y a 2 ans, les Bucks, ils étaient tout le temps dans du drop coverage de Brook Lopez abusé et tout. Ils ont essayé de changer 2-3 trucs là avec les différents coachs qui sont arrivés après Bud. C'est aussi ça la NBA. C'est pas tout le temps défendre de la même manière, parce que si la défense défend toujours de la même manière, tu vas la détruire 7 fois sur 10. Tu vois, c'est ça la réalité, et encore plus en NBA. Donc, ils ont le droit d'être un peu plus intelligents. J'ai une question, Arthur. Tu parlais à juste titre des absences de Mitchell Robinson et de Precious Achiuwa, qui clairement, les deux, ont ce profil-là pour un peu colmater ces trous, parce que là, pour l'instant, c'est des trous importants. Ils ont quand même le profil parfait pour colmater un petit peu ces manques, ces énormes manquements défensifs. On a l'impression que cette équipe, elle peut quand même, une fois au complet, notamment sur le secteur intérieur, elle pourra combler un petit peu ces manques. Ouais. On y croit ou pas à ça? Bah, en fait, pas tant que ça, parce que, en fait, les deux gars, ils sont injury prone de fou. C'est des gars, ils sont tout le temps blessés. C'est des gars, ils sont jamais en forme. J'ai pas le pourcentage de matchs qu'ils ont fait sur les 2-3 dernières saisons, mais c'est très bas. Donc aujourd'hui, avec les ambitions des Knicks, avec les forces en présence, parce que franchement, ils ont un bête de 5 majeur, il y a rien à dire. Ils ont peut-être 1 ou 2 forces sur le banc, mais si tu comptes à l'Est sur le retour des 2 pivots que tu as dit, c'est trop juste. Moi, je serais eux. J'essaierais de voir ce que tu peux faire. Aller récupérer, je sais pas, il y a des Clint Capella, j'ai pas tous les contrats en tête, mais aller récupérer d'autres joueurs pour pouvoir apporter un petit peu de souffle à ton équipe. Mais si tu comptes que sur eux, franchement, moi, je suis fan des Knicks, je serais dégoûté. Admettons qu'ils reviennent. Quand même, admettons, pour l'instant ils y croient, tu bouges pas, admettons qu'ils reviennent. Pour moi, l'énorme différence quand même d'un retour de Mitchell Robinson en premier et Precious Achiuwa, admettons. C'est mieux que Jericho Sims en fait, c'est ça. Mais clairement. Jericho Sims, tu vas voir, ils reviennent à la rotation. Tout de suite, Jericho Sims, qui est un joueur de pacotille, c'est pas un basketteur. Ouais. En tout cas, c'est pas un joueur de NBA, ça y a pas de doute. Il passe du 2e pivot au 3e pivot au 4e pivot. Et avec Thibodeau, c'est l'assurance de plus le voir sur le terrain. Et pour les Knicks, pour les fans des Knicks, c'est une excellente nouvelle, ça. Mais toi, t'y crois à arriver en avril et se dire que t'as tes 3 pivots à 100%? Je sais pas, mais si Mitchell Robinson, Precious Achiuwa, en plus il le fait jouer 4, c'est un undersize. Encore que l'année dernière, il a servi. Non, mais pas mal. Moi, admettons que pour une fois, Mitchell Robinson soit là au printemps.
Ça lui est jamais arrivé, le mec, hein, à 100%. Donc, admettons qu'il soit là. Oui, je pense que l'équipe, elle est quand même largement meilleure, parce que ton deuxième 5, il a une chance de pouvoir défendre. Mais c'est pas une équipe qui doit arriver en finale de conférence ou en finale NBA. Ça, c'est pour moi, c'est l'ambition d'eux. Ouais, Maintenant, il y a la réalité de la saison, la réalité de la concurrence. Sur c'est leur ambition. Sur la réalité de ce début de saison, on a l'impression que la finale de conférence, à l'instant T, elle est promise à Boston et à Cleveland. Oui, mais bon, dans l'ambition des Knicks. L'ambition du côté Knicks, ouais. Venez, parle-nous de ce qu'on voit. J'ai quand même l'impression que les Knicks aujourd'hui sont en la bourre, clairement, derrière, à minima, Boston et Cleveland. J'ai même envie de dire Orlando. Alors ouais, après par contre là ils ont un mois de décembre qui va être entre guillemets easy pour eux. Je pense ils sont favoris peut-être sur 95% des matchs qu'ils vont avoir en décembre. Oui. Ça va peut-être leur permettre de se remettre en confiance et de donner peut-être encore un peu plus de temps pour que les autres viennent. Tout à l'heure, Thomas, tu parlais de ce truc et qu'on voit tous, c'est qu'archi intéressant, c'est cette espèce d'irrégularité. Et d'ailleurs, Jalen Brunson a fait une sortie là-dessus. Et en fait, ça s'explique comme souvent avec les équipes d'attaque comme ça qui ne sont pas dans leur ADN de base. Voilà ce qu'a dit Jalen Brunson. Il y a des soirs où on a l'air ridicule, et d'autres où c'est mieux. Mais on ne peut pas faire les montagnes russes, on doit être plus régulier, il faut qu'on arrive à limiter les hauts et les bas. Ça, c'est sûr que si tu veux un jour arriver en finale de conf, la régularité. Mais pour moi, quand tu es une équipe qui vient d'où elle vient, c'est-à-dire l'ADN défensif, le hustle, la bagarre plongée sur les ballons, que tu deviens une équipe presque trop offensive pour le coach que tu as, mais moi, l'irrégularité, elle est là. C'est parce qu'en fait, quand tu ne défends pas, et vraiment, pour moi, je trouve qu'il y a des trous défensifs trop importants, tu peux pas être régulier. Tant que t'as pas rectifié ces manquements défensifs énormes, tu peux pas. À Utah, quand ils vont se faire attraper, tu sens que quand ils veulent recoller, ils veulent pas recoller en défendant. Ils veulent recoller en attaquant, en marquant plus de points. Et là, pour moi, ils sont en train de se tromper de combat. Pour moi, l'irrégularité, elle s'explique d'abord par ça. Ouais, je suis d'accord. Bah, de toute façon, c'est l'équipe d'adresse et l'équipe qui défend pas. Bon, bah, elle est régulière, quoi. Non, mais dans notre sport, parfois, il est très simple, hein. Là, on vient d'énoncer plein de trucs super intéressants et on répondra un peu à la question dont tu as répondu tout à l'heure. Mais à partir du moment où cette équipe veut jouer comme les Celtics, parce que moi, c'est vraiment la sensation que j'ai. Ah oui, five out à fond. Ils veulent jouer comme les Celtics. Ils oublient juste que les Celtics, c'est une équipe qui défend le plomb avec des bêtes de défenseurs à tous les postes. Des profils différents. Un banc qui est très différent du 5 avec des mecs qui remplacent si les gars sont blessés. Enfin bref. Le défenseur Karl Anthony Towns n'existe pas chez les Celtics. Si, c'est Luke Cornet. Ouais, mais bon, d'accord. Ils ont pas le même rôle. Mets-toi ça dans la tête. Ouais, mais là, tu vas comprendre comment c'est chaud. Mais c'est Luke Cornet. L'autre meilleur défenseur. Comme il est sorti vite. Si, c'est Luke Cornet. C'est Luke Cornet. Parce que ils ont pas leur fort dans l'effectif. Tu vois, ils ont pas Porzingis dans l'effectif. Donc, ils ont pas Jrue Holiday dans l'effectif. Et ils ont pas Derrick White dans l'effectif. Oh la vache! Ouais, bah, c'est clairement pas les Celtics. Donc, c'est bien de s'adapter aux meilleures équipes et tout, mais il faut que tu ailles au bout de l'ADN. Tu veux jouer comme les Warriors, n'oublie pas qu'ils défendent. Tu veux jouer contre les Celtics, n'oublie pas qu'ils défendent. Tu sais qu'Atlanta, on se souvient, quand ils draftent Trae Young, ils disent on veut jouer comme les Warriors. C'est Kevin Werther. En attaque. Voilà. Mais frérot, faut jamais oublier que derrière, il y a deux côtés. Il y a deux côtés sur un terrain de basket. Sinon, c'est ce qu'on appelle les terrains en pente. Bah, bien sûr que les défendait. Bien sûr. J'ai une question. D'abord, avant d'aller sur une question de fin qui est intéressante, on va prendre vos commentaires. Hier, on vous a demandé, du coup, si ces Knicks étaient plus forts que la saison dernière. Et on va voir ce que vous nous avez dit. Thomas, je vais te laisser la main là-dessus. Allons-y. Est-ce que les Knicks sont meilleurs que l'année passée? Question, c'est Julien qui répond sur X. Dur à dire après si peu de matchs. Néanmoins, il semble y avoir une amélioration sur le plan offensif. Par contre, défensivement, pour l'instant, ils prennent cher. Il faut trouver les bons réglages. N'oublions pas qu'il y a 2 nouveaux titulaires dans l'effectif qui semblent plus deep. Oui. Jean Reno nous dit... Jean Reno. Non, avec 4, ils ont une meilleure attaque que l'année dernière et les Knicks marquent plus. Mais avec la perte d'Hartenstein, ça a vraiment laissé un trou en défense. Pour la saison régulière, ça va largement le faire. Mais en playoff, je ne suis pas sûr que la défense tienne. Voilà le deuxième commentaire. J'imagine qu'il y en a un petit troisième. Oui. The Bidon sur Instagram. 3 aléatoires pour être meilleurs que l'an dernier. Ils sont bons individuellement, mais en équipe, ils ont perdu un peu de liant. Ouais. On va voir la cote aussi parce qu'on sait qu'ils sont toujours. On sait qu'ils sont toujours en course pour la NBA. Ils sont favoris même. Ils sont plutôt parmi les favoris chez les bookers de Winamax. Ils sont parmi les favoris à la finale NBA à l'Est. Ils sont 3e derrière les Celtics qui sont cotés à 2, les Cavs qui sont à 5,50 et les Knicks sont aussi à 5,50. Incroyable. Pour la NBA Cup, surpris par les cotes. Toujours. Pour la NBA Cup, donc c'est vainqueur de la NBA Cup. Les Celtics sont grands favoris à 5,90.
Warriors, pas cadeau, merci. 7-25 et... parce que, en fait, pour vous dire, il est super loin, le truc, pour vous dire, le retour est au bout de la pièce, Oui. donc là où on tourne la libre antenne, et les chiffres sont tout petits. Ah oui. Donc c'est Là, pour, là, ça va, mais- pour ça que je fais une passe à Thomas Dia, parce qu'il a des yeux plus Top Gun que moi, mais là pour le coup quand même on galère pas mal. Bon, en tout cas, les Knicks sont parmi les favoris des bookies. Voilà, c'est ça qu'on voulait dire. Deux choses pour finir. Tu parlais du calendrier qui arrive, Arthur, qui va être plutôt favorable pour les Ouais. Knicks. Il va falloir qu'ils prennent, t'as raison, à Charlotte, ils reçoivent New Orleans, ils reçoivent Orlando, ils reçoivent Charlotte, ils reçoivent Détroit, ils vont à Toronto, ils vont à Minnesota, ils vont à New Orleans et ils vont à Toronto. Bon, ça, Frérot, là, il pour faut- finir le mois. Ça Ah serait ouais. bien que ce mois-là, ils se remettent un petit peu droit. Clairement. Ah, Ils bah se ouais, je te remettent un petit peu confirme, droit. La question pour finir, et dites-nous dans les commentaires vos avis, la question pour finir que je me pose, moi, j'ai ma réponse, mais je veux d'abord la vôtre, c'est est-ce que c'est une équipe où on voit déjà les limites de cette équipe-là, où on se dit, on a déjà les limites, on sait où ils vont aller, on sait où ils vont pas aller aussi, ou alors est-ce que c'est une équipe qui a encore une belle marge de progression pour vous? Je te laisse répondre en premier, vas-y. Pour moi, la marge de progression, il peut avoir une belle marge de progression avec les trades. Avec les trades, il faut qu'il qu'il fasse bouge. quelque chose. Encore, moi, tu penses c'est mon point de vue. Ouais, c'est mon ouais, point bah, de c'est vue. pour ça Après, que je te pose la voilà, question. peut-être qu'il y en a qui comptent sur le retour des intérieurs. Moi, je pense que c'est un petit peu utopique. Voilà, il y a plein d'équipes. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis que le retour des intérieurs parce que c'est sur un secteur Et c'est où pire ils qu'il en sont faut. où ils Ouais. sont ciblés et c'est des mecs qui peuvent compenser ça. Et pour toi, ce serait pas suffisant. En fait, ma théorie, C'est qu'ils que- vont pas jouer. Mais non, c'est pas ça. C'est que les marges, tu vois, à chaque fois, on dit que les Celtics, ils ont un an, enfin, ils ont pas énormément de temps, etc., que ça va vite, que les fenêtres, elles sont courtes. Moi, je pense que la fenêtre avec cet effectif-là, elle est très courte. OG Anunoby, il a un contrat, il va prendre 40 millions. Le gars est toujours blessé. Franchement, moi, je serais eux, je prendrais pas de risque. J'essaie de faire le max pour pouvoir peut-être bouger Robinson et essayer de trouver un rim runner qui donne un peu plus de garantie. Après, s'il arrive et qu'il se blesse, bah, ça sera pas de chance. Mais j'ai l'impression qu'ils maximisent pas leurs possibilités en ayant et en jouant avec cet effectif-là. Donc pour Arthur, faut bouger. Pour toi, Thomas. Non, moi, je crois que pour répondre à la première question, déjà, je pense qu'ils sont meilleurs que l'année dernière. C'est une meilleure équipe de basket. Donc, la défense, ça peut se... Tu peux quand même trouver des petits subterfuges et des choses pour... Surtout quand pour ton progresser coach c'est encore la saison. Thibodeau. Exactement, que la saison est encore longue. Pour répondre à ta deuxième question, est-ce qu'on n'a pas déjà vu les limites? Je suis allé regarder, là, le premier match c'était contre les Celtics, c'était le 23 octobre. Tu te souviens ce que je t'ai dit après le match? On sait comment ils vont perdre. On sait qu'ils ont progressé, on sait comment ils vont perdre, parce que c'est tellement évident pour les équipes de saison régulière. Imaginez comment ça va le devenir pour les équipes de playoff. Oui, c'est impossible d'aller au bout en étant aussi faible sur des trucs basiques comme la dissuasion en NBA. Donc oui, c'est appréciable à regarder, ils font kiffer et tout. Franchement, ils sont absolument pas assez constants ni bons en défense pour être champion NBA. Mais ils sont meilleurs que l'année dernière. Moi, je pense vraiment qu'ils sont meilleurs que l'année dernière. Moi, je pense qu'ils sont meilleurs que l'année dernière. Je vois malgré tout encore une vraie marge de progression. Anunoby est arrivé en cours de saison dernière. Bridges 4 vient d'arriver cet été. Je vois malgré tout une vraie marge de progression. Maintenant, aujourd'hui, je vois des équipes meilleures qu'eux et je sais pas s'ils vont pouvoir rattraper déjà l'écart qu'il y a, notamment Boston, j'en parle pas, mais même avec Cleveland. Et je te dis, voir Orlando, Après, qui est tu vois, structuré pour t'as moi raison. de manière un petit peu plus solide quand on se projette sur des playoffs. T'as raison, mais le seul truc, là, pour finir un peu, c'est l'année dernière, tu m'as parlé de l'ambition des finales de conférence avec une équipe qui était moins forte que celle de cette année. Ouais, mais Non, mais elle était moins forte. le combat. Peut-être. Oui, mais ça, on peut en discuter, bien sûr. Mais elle était moins forte. Tu m'en as parlé. Finale de conf. Moi, je crois que les Knicks, c'est une équipe qui se doit d'aller en finale de conf parce qu'on sait combien les runs de playoffs sont difficiles pour toutes les équipes. Que les Pacers aillent l'année dernière en finale de conf et cette équipe-là des Knicks qui est clairement plus forte d'après moi que les Pacers de l'année dernière, bah, ce serait une hérésie s'ils sont au complet qu'ils y aillent pas. C'est aussi comme ça qu'il faut voir les choses. Joue avec tes qualités, tu joues avec tes défauts, t'essaies de les gommer un petit peu. Mais là, cette équipe, elle doit aller en finale de conférence. Et puis, T'as fait trop de changements et t'as investi trop d'argent pour pas aller en finale de conf, d'après moi. ouais, clairement. Et puis, ils ont un truc que beaucoup d'équipes à l'Est n'a pas, c'est qu'ils ont une salle de feu. Et depuis le début de saison, je crois qu'ils sont à 8 ou à 9 sur 10 à la maison. Il faut qu'ils puissent complètement capitaliser sur ça. Donc, essayer de faire le taf pour pouvoir être suffisamment régulier au moins à l'extérieur et continuer à être une forteresse imprenable au Madison. Très bien. Ils sont à 5-2 au Garden depuis le 5-2. C'est bien 5-2, hein. depuis Attendez. le début de la saison. Moi, je te dis encore une fois, je suis peut-être trop dur avec eux, mais je Pas trouve objectif. que... Non, L'année non, dernière, mais tu j'ai m'as parlé envie de- tu vois les meilleurs que l'année dernière, t'avais Mais plus en de fait, hype, c'est fou. il y a un truc, pour finir, il y a un truc qui me manque. L'année dernière, pour moi, c'est presque pas sur le basket. Il gagne Mais sur l'âme, l'alchimie, la là, ouais. folie, la Ouais, dinguerie. c'est vrai. Je trouve que Kat a amené beaucoup plus de basket, de feeling. On se passe la balle, on se met des écrans. Oh, c'est cool. Hop, t'es ouvert. L'extra passe, oh, génial. Par contre, il manque, surtout quand Thibodeau c'est ton coach, il manque ce truc et qui en playoff fait basculer des matchs, fait basculer des séries. Il manque ce truc de oh putain, il m'a mordu le bras. Oh, il est fou. Ouais, lui. mais c'est Tu pas, vois ou t'as raison, Et mais c'est pas avant Noël qu'on voit ces équipes-là. peut-être. Donc, Non, c'est vrai. Oui. En général, c'est, tu sais, dernier run de la saison, dans les moments un peu durs de l'hiver et tout. Peut-être. On n'y est pas encore, on est un peu
peu dans la mise en place. C'est pour ça que, pour moi, ils ont encore une marge de progression pour le coup, pour rester sur une note positive. Dites-nous ce que vous pensez donc des Knicks de ce début de saison et surtout, dites-nous comment vous les voyez dans la suite de cette saison qui s'annonce passionnante comme la palette qui arrive sur la Melo Ball. Lui, il va nous régaler. C'est pas un grand défenseur, mais par contre... Pour jouer Knicks. Ah ouais. Avant de commencer la palette, on va se faire quand même un petit récap sur ce qu'est en train de faire la Melo Ball cette saison. Et c'est pas rien puisque Tonton réalise sur les 4 derniers matchs 35 points, 50, 44 et 32 hier soir. Les pourcentages sur le match à 32 points ont été un peu suspects, mais la Melo Ball est clairement l'un des joueurs les plus crafty de cette ligue. Et on va voir comment c'est un casse-tête, Thomas, chaque fois pour tenter de le défendre. C'est pas toujours très académique, mais ça tombe souvent dedans par contre. Ouais, c'est un joueur exceptionnel. Ce qui est bien avec ces 4 matchs, c'est qu'on n'a pas mis le nombre de victoires en face. Hein, parce qu'on est là pour se faire un kiff. On n'est pas là pour ça. On rappelle justement, tu parles de kiff. Nos meilleurs kiffs de ce début de saison, il y a une vidéo qui sort samedi. Et donc on parle de la Melo Ball. Ouais, voilà. J'espère, clairement. Voilà les choses qui nous ont fait kiffer, les joueurs, les équipes, etc. etc. Bref, allons-y. Première vidéo, on en a 4 aujourd'hui, 4 actions de la Melo Ball. Vous allez voir combien c'est un joueur, de toute manière, qu'on adore tous. On va aller dans... Tu parles de crafty, il n'est pas que crafty au scoring, il est aussi crafty à la passe. Steph Curry joue au basket, première nouvelle. Donc allez, on y retourne avec ce petit système là en tête de raquette. Alors il aurait pu prendre les 2 écrans là, comme ça on les aime bien, mais c'est plutôt une passe pour Moussa Diabaté. On va voir l'écran de son coéquipier et donc ça va donner de la vitesse surtout à la Melo Ball qui est bien défendue par le défenseur du Magic d'Orlando. Allez, on enchaîne sur cette action. L'accélération est toujours... On essaye de mettre la Melo Ball dans des pick and roll. Regardez la défense du Magic, là il y a un peu d'aide. On va voir Moussa Diabaté qui va pouvoir roller et sprinter vers le cercle. Il y a quand même une caractéristique avec lui, c'est qu'il est toujours en train de split les écrans et battre les grands qui arrivent pour essayer de défendre sur lui. On voit l'aide, il y a une très belle passe à faire, il a évidemment tout vu. Et Steph Curry va pas se priver pour marquer ce beau tir à 3 points. Ça, la première chose, c'est quand même splitter les écrans dans toutes les situations, Erwan. Splitter les écrans dans toutes les situations. J'aime bien comment il l'amène là avec le double écran qu'il va utiliser. Puis moi, il y a un truc qui me choque toujours avec lui, c'est il va très vite, mais c'est la prise de décision aussi. La vitesse de prise de décision. Il sait là. Là, au moins, à ce moment-là, il sait ce qu'il va faire. Tu vois, bon, c'est Bitadze certes, mais il y a des grands NBA, il y en a beaucoup même. Oui. Et chaque fois, il arrive à aller appuyer là où ça fait mal sur une défense NBA. Et puis là, moi, ce que j'adore, c'est quand les mecs, il y a des aides franches. Ça part fort dans les ailes. Donc, tout à l'heure, tu disais, Arthur, qu'il joue avec des croqueurs, mais il joue aussi. C'est quand même un mec aussi qui aime bien régaler les copains. Ouais, c'est un gars qui aime bien régaler les copains, mais panier d'abord, hein, franchement. T'as des paniers d'abord, je suis d'accord avec toi. Clairement, panier d'abord. Tu veux voir des paniers? Tu veux répondre à la deuxième sujet? Regarde la deuxième, je te mets la deuxième. Tiens, tu veux, parce qu'il veut des paniers, il va avoir des paniers, regarde. Celle-là, bien sûr, elle a fait le tour du monde, le tour des réseaux sociaux. C'est encore Bitadze qui va prendre, on va se la refaire un petit peu en palette, régalade. Elle me fait penser à quelqu'un d'autre, cette action. Pick and roll en tête de raquette, tous les autres sont ligne de fond, on laisse un maximum d'espace. Ça switch en défense? Ah bon? Ah bon? Ah bon? La Melo Ball, vous switchez? Vous êtes fous, quoi. Ça switch en défense, ça va pouvoir laisser donc à la Melo Ball à rentrer dans ses dribbles. Là, on aime les maracas. Ça nous fait penser à qui, ça? À The Mask. Bah, ça n'a rien à voir. James Harden. Non. Il y en a un qui fait ça, clairement, qu'on connaît très bien. Ah, bah c'est Nadjirifi. Là, vraiment, le step back où tu rajoutes un pas. Vraiment, tu t'arrêtes. Nadjir, il fait ça tous les week-ends. Là, ça fait le tour du monde. Allez voir nos copains du Paris Basketball. Non, parlons un peu du 1 contre 1, là, comme ça. Bah non, mais de toute façon, en fait, il fait partie de cette vague des joueurs, des meneurs qui sont et de grande taille, qui ont pas de range, qui sont capables de tirer de n'importe où et qui sont aussi forts en pénétration. Franchement, déjà que c'est difficile à défendre pour des ailiers, pour des arrières défenseurs. Lorsque tu mets un intérieur poste 5 qui est archi pas mobile, il s'en régale et franchement, il aurait pu tirer une demi-seconde plus tôt. Là, il l'a attendu clairement. C'est fait un petit kiff là. Là, tu sens que c'est pas un kiff de ouf. S'il est dans la vidéo de nos kiffs qui sort samedi, c'est parce que c'est aussi un kiffeur. Là, la palette, on n'est pas là en dire, voilà, donc là, il y a le stagger, regardez, il switch, il a senti, non, là, on est juste une palette dans le plaisir. C'est ce que, et la Melo Ball, quand on le regarde jouer, c'est plaisir. Hier encore, les pourcentages sont moins face à Miami, mais dans le comeback de Hornets face au 8, t'es là, tu vois, oh là là, mais quel plaisir, allez, je me refais une tartine, tu vois. De toute façon, s'il tire pas à moins de 3 mètres de ligne à 3 points, c'est pas drôle, visiblement, pour lui. C'est pas fini. Justement, on y va, troisième action, allez. La Melo Ball, donc, l'artiste, le crafty guy. Let's go, guys, on y va. Cette fois-ci, c'est contre les Bucks. Oui, les crossovers de la Melo Ball, on y retourne parce que c'est une attaque intéressante face à l'un des meilleurs défenseurs. Clairement.
dans la tête, de moins en moins sur le terrain quand même, Yanis. Bien sûr, il est en défense donc et en attitude, surtout après avoir switché. Il veut se le faire, là. Yanis, il a clairement, ça c'est un contrat qu'on aime entre superstars. On se la remet, il lui met un cross que tout le monde a vu, mais bon, il va beaucoup trop vite. Et en plus, il finit avec Brook Lopez qui arrive au contre. Ça, son petit scoop lay-up, c'est une de ses spécialités, Ronan. Ouais, il est très fort parce qu'il est loin le lay-up. Ouais, ouais. Il est très fort pour aller éviter les grands et mettre beaucoup de trajectoires. Moi, ce que je kiffe, c'est que là, on voit l'attitude de Yanis. Il a envie de se le faire. Vas-y, Clairement. vas-y, joue-moi. Moi, je peux aller aussi vite que toi. Je suis plus grand que toi. Ouais, L'autre, ouais. il est là, nonchalant. Il lui met un cross. On aurait dit que je crosse mon daron. Oui, tu vois. un peu. Et Ou un enfant, ou ouais. un chien. Tu vois, des crosses sur les chiens. Un petit chien. Ouais, un petit chien. Ou un gros chien, peut-être c'est Yanis quand même. Hein. Saint-Bernard. Parce que frérot, quand t'as Yanis qui est déter comme as avec 2m11 là, gros, c'est chaud là ce qu'il a fait. Hein. Il lui a mis un énorme écart. Énorme. Il est passé comme ça derrière. Et dernière action, c'est une action que vous avez sûrement dû beaucoup voir parce qu'il le fait énormément ce truc-là depuis l'année dernière. Cette espèce de tir sur un pied là sur sa gauche. On y retourne. Là encore contre les Bucks qui jouent en bleu. Et oui, ça arrive. Et un pick and roll là qui va être ramené par l'attaque de Charles Lee. Il y a Moussa Diabaté qui fait un premier écran à Brandon Miller et qui va enchaîner avec un pick and roll là-bas de face au panier. Brook Lopez, parmi les meilleurs défenseurs. Tu vois, il est pas dans son drop coverage habituel, Il a mal au très ventre, bas. là, hein. Il a mal au ventre. Il est quand même assez haut pour faire un aider reprendre. Le problème, c'est que ces mecs-là, tu le disais tout à l'heure, ils ont pas de range. Il est archi loin et il prend ce tir. Mais il est tellement décontracté. Moi, c'est ça qui me bluffe. Toujours cette petite mimique. Regarde là, Brook Lopez, il est en train de gueuler sur son gars là, mais bon, Jackson Jr. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire sur des tirs de cette qualité? Moi, ce qui me fait kiffer, c'est que regarde, Brook Lopez, on le voit rarement fléchir comme ça. Il se dit, vas-y, je vais tenir le drive. L'autre, il fait du coup, qui est drive. Bam, il shoot un. Il a même pas pensé au drive, en fait. Ouais, en fait, c'est une gars, parce que, mais par contre, si Brook Lopez, il donne 2 pas de plus, crois-moi, quand il va le jouer, il va pas jamais le revoir. Donc, c'est ça la classe aussi des mecs, parce que ça s'apprend pas toujours en école de basket. Il faut aussi avoir des qualités incroyables. Donc voilà, on voulait mettre en avant ce joueur exceptionnel, cet attaquant de très haut niveau. Un jour, on en parlera de la Melo Ball, on fera un grand débat parce que c'est l'un des joueurs qui commet le plus de fautes aussi. Il est souvent en foul trouble. Et qui gagne pas beaucoup de matchs. Et un petit mot sur ce tir à un pied sur sa gauche, là, tu le fais un peu en match? Non, bah, pas du tout. Non, Arthur, Non, Pas du tout, moi, je suis dans Arthur, il est les deux catch and pieds. shoot. Arthur, il est dans les deux exactement. pieds. J'attends la passe de Tom. Voilà. Et voilà, tu Un vois. peu un tir à la Michael Bridges, quand il avait un beau tir, Voilà. c'est-à-dire 13 vers l'avant comme ça, là. Ça rentre ou pas? Tu mords souvent quand même, vrai, sur c'est les vrai 3 que points. je mords, Tu mords encore, tu ça mords. Gars, Il a toute sa vie. Je mors de ouf. Il mord tout le temps. Je mords de ouf. C'est un gars, il mord tout le Ah, temps. mais je sais, j'ai joué avec lui. Je te Je demande sais, s'il le je sais, faisait j'ai tout le joué temps. avec Parce que Arthur, il a un truc, c'est que sur tous les concours à 3 points qu'on fait, ou même en match, tout le temps, il mord à Il 3 mord. points. Ouais. Il mord. Mais c'est vrai que c'est étonnant, ça, d'où ça vient? Gars, je Pas de sais spacing, T'as la dalle Arthur. comme ça qui t'arrive. Et tu sais quoi, dès que je me dis je vais tirer à 3 points, je suis à 0 degré, je sors. Tu sais, je sors en ligne Parce que de tu fond. stresses de pas être. Non, mais pas, ouais, je sais pas, Mec, j'arrive ça pas fait à 20 ans que je suis au basket, il a toujours pas de repère. Ça arrive. C'est incroyable cette stat là. Il mord les 3 points ou il est dehors quand il tire dans le corner. C'est Relou, exceptionnel. relou. Il tourne à Relou. 80%, mais chaque fois, mais chaque fois, ça fait balle Bah, perdue. gros, à chaque fois, je suis là. Ou 2 points, ou 2 points. Je reviens en défense, tu vois, l'arbitre, il fait 2. Deux, Je me souviens. Le mec, s'il mordait moins, il sera 40 points par Il a match. raison. Quand tu fais une belle action, Ah, qu'Arthur est ouais. ouvert à 3 points, il met dedans et l'arbitre, il fait. Tu fais, vas-y, il tasse. De ouf. Bon, allez. Ça, c'est mon basket amateur. Voilà, ça c'est bon Putain. basket amateur. Parce que ce qui est pas amateur, c'est le niveau du quiz. Enfin, le mien si, mais les votes pas. Donc là, on va essayer d'être bon. Allez, le quiz tout de suite. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Et qui dit tuture, dit évidemment quelle fac. Enfin, qui dit la nuit, il faut dormir, frère, aussi. La tête qu'il a, les le mec. valises, mon frère. Waouh. T'attendais que ça se lance pour me le dire? C'est extrêmement Eh, blessant. ça y est, la night, ça y est. Toi, maintenant que tu buzzes sur la TNT, on sort la nuit. Hein. C'est pas la night. C'était pas la night. C'est qu'il a une double vie. Il est à la fois chroniqueur, journaliste et tout, mais aussi il joue en NCA. T'es pas au courant de ça? Ah, je suis au courant. Moi, Vous avez pas vu mon gars? Vous avez pas vu mon gars? j'ai vu, bien sûr, j'ai vu. C'est la vie, non? Il faut absolument qu'on fasse une pastille sur Angelo Sciaravino, le cousin de Tom. À Non, suivre mais de c'est très incroyable. près, le nouveau joueur. Qui tape. Il tape, hein. Écrit pareil. Ouais, c'est Ravino. Sciaravino. Et les caries à la télé disent Sciaravino, c'est extraordinaire. C'est Fantastique. complètement dingue. C'est la première fois que j'entends mon nom comme ça. Ça m'émeut un peu. Et j'ai juste regardé des matchs cette nuit, c'est pour ça que je suis un peu fatigué. Oui, je te J'ai taquine. regardé James Harden, très fort. Bon, James les gars, qui James Harden. Ok. Je sais, j'ai dit James Harden une fois à Kenneth Farid et Kenneth Farid, il a ouais. jamais compris. Donc on peut bien dire James Harden. Allez, bon, ok, d'accord. On part sur un call fuck. Ça va être long. Il y a 15 noms et du rap si vous êtes bon. Allez, putain. Allez, c'est parti. Allez, Thomas. Let's go. On part avec Randy Foy. Randy Foy, non, je l'ai. Randy Foy, je l'ai, c'est. Je sais pas. Si, je l'ai. Villanova. Villanova, moi j'allais le dire. Bravo, Erwan. Non, je te jure, non, mais vraiment, T'as c'était failli me le monté. baiser. T'as failli me le Allez, baiser. on enchaîne. Delonte West, Ouais, Forest. Saint-Joseph. 2-0 Je pour sais jamais ça. Marcus Camby,
UMass. UMass, UMass, 3-0. mais oui, bien sûr. Elle est Allez, chaud, Mono. le jeu a commencé. tu vois. Ah, vas-y. Joe Johnson. Arkansas. Ouais, bravo. Ouais, il est chaud. Il est de là-bas en plus. Ouais. Moi, non, je suis de Brest. Allez, on enchaîne. Michael Redd. Oh, je l'ai pas. Aucune idée. Ouais. C'était Ohio State. Oh, ok. Ron Artest. St. John. Franche. Ça fait 5. Thaddeus Young. Florida State. Georgia. Georgia Tech. Non. Georgia Tech. Bravo. Pourquoi Florida State, Georgia Tech, je me trompe tout le temps, moi aussi. Drew Gooden. UCLA. Kansas. Kansas, mais bien sûr. On s'arrête quand? Parce que là, il est trop chaud, le mec. Hein. Il en reste 6, allez. Attends, il en reste 6? Oui. Ok. C'est quoi le T'énerve score? pas, tu vois. Mais il en reste 6, non? Ouais, il y a 7-0. Toi, ta fable Non, il y a préférée, 5-1-0. c'est le lièvre et le tortue. Non, mais Ouais. frère, je suis à l'ouest là. Il va en avoir 5 de suite, là. Allez, 5-1. 5-1-0. Non? Allez, pour le suspense. Nate Robinson. Washington. Ouais, vas-y. Bon suspense. Hein. Kenny Anderson. Kenny? Kentucky. Non, ben non, je le sais. North Carolina. Non, Georgia Tech. Hein? Kenny Anderson? Kenny Ah, j'ai Anderson. confondu avec Kenny Ah, Smith, oui, pardon. mais c'est moi qui t'ai dit ça. Adam Morrison. Gonzaga. 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 Oh, il est là. Bien ou quoi? C'est affreux de chambrer. Regarde, la Oh, haine. tu tues bien. C'est bon, vas-y, laisse-moi tranquille. C'est sûr, il est là pour le qui suis, il a tout compris. Il en reste 2. Allez, Danny Granger. Moi, je l'ai pas Non, vu. si, UNC. New Mexico. New Mexico, ok. Brandon Roy. Washington. Washington, très bien. Et Brandon Rush, tiens. Qui? Brandon Rush. UNC. Kansas. Brandon Rush. Brandon Rush. Ah oui, Brandon Rush. Brandon Rush. Ah ouais, Rush. bah, Ça, Le va. Rush. Ouais, non. Bravo, Erwan. Bravo, Erwan. T'as été très bon. Ah ouais, je suis Bravo. Allez, qui suis-je, Pas je mal. me casse pas les couilles. Faut que je fasse un doublé. C'est mon dernier. Après, je pars. Je vous laisse l'antenne. Allez, le qui suis-je. Ouf, quel stress. Je suis né le 24 mars 1983. J'ai donc 41 ans et j'ai quitté les parquets NBA depuis 2012. Après une petite Oh la vache. carrière NBA. Oh, Mais, commençons par le commencement. Je passe par une belle fac. On y reviendra plus tard. Mais là-bas, juste pour info, hein, j'ai mon maillot retiré. Ah, c'est pas rien. Je suis un gros prospect. Et je me présente à l'énorme draft de 2003. Putain. Je suis appelé par les Bucks. Ah, Un c'est énorme le- prospect. Si, je sais qui c'est. Ah bon? Allez, j'enchaîne. Lors de la saison rookie en 2003-2004, je suis titulaire les 55 matchs que je joue. Je me souviens jamais de son nom. Ne parle pas trop, tu vas donner des indices. À la main, je joue aux côtés de Michael Red. Ah, la même, TJ Ford. TJ Ford, ça part ici. Et ça part pour Thomas, qui est impérial depuis le début. Putain, fais chier, merde. J'étais sur Henrich. Moi, je laisse les amuse-bouches pour les amateurs et puis je prends le. Moi, je dis que je crois que c'était Sanders, là, tu sais, mais quand Larry tu dis Sanders meneur. Ouais, mais quand tu dis En meneur. 2003. Oui, Il est pas là j'étais pas. T'as bien vu que j'y étais pas. TJ TJ Ford. Ford de, donc, quelle fac TJ Ford, non, je l'ai. Indiana Texas. Texas. Texas, Ah, on ouais, est ça, retiré Le gros là-bas. short. Putain, je prends pas les qui Ok, je fais, non. c'est incroyable. Non, là, ça m'inquiète. Va falloir que tu Bah, passes ça un peu t'inquiète, il est LA. bon. Non, après, moi, quand je perds contre des mecs bons, mais là, mais merde. On va faire T'as un grand. combien là? Je pense que c'est mon 4ème ou 5ème, hein. 5ème peut-être? On va faire les comptes avec Ayman. Bon, après, la Quatrième, saison est encore longue, mais. Oui, il y aura un Faut grand que je me quiz aussi démerde pour à se pouvoir relancer. faire les qui suis-je de là-bas quand même. C'est dommage parce que ça faisait 9 ans qu'on était plutôt à l'équilibre là, tu vois, et là. Il y a déjà eu des phases où j'en prenais beaucoup, t'en prenais beaucoup. Ouais, la preuve, hein, comme en ce moment. On espère qu'elle va te faire du bien. Enfin, le mec, il a pas vu le jeu sur lesquels fac. En fait, moi, je trouve qu'on donne trop d'importance au qui suis-je. Oh non. Et si, c'est lui qui a mis ça en club, mais il est fou ce mec! Tu veux qu'on donne un point pour quel fac? Eh ben non! T'es bien là, Tom? T'es bien assis? Je suis pas mal. Eh ben écoute, puisque c'est les 2 prochains First Day Show, tu seras à ma place pour présenter l'émission What Update. Oh, j'espère que le PPDA costume est pas était trop pas grand. dispo. Ah bon? What Upgrade, what Upgrade, hein, c'est mieux que Update. Hein. Allez, j'embrasse Karim, mon prof d'anglais. Merci, hein, bah, il y a du On travail. te progresse. What a best movement. Pff, rien à voir. Donc c'est toi qui vas présenter jeudi prochain. Ouais. Bravo. Thomas, tu seras aux côtés de on sait pas qui encore, je crois qu'il y aura Thomas Lampi, c'est Qui Steph. fera les éditos, c'est ça la question. C'est moi de là-bas. C'est lui de là-bas. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Ah non, mais les gens, mais il y aura plein de surprises de toute façon. C'est pas parce que je serai là-bas que vous me verrez pas. Je ferai aussi la libre antenne. Il y aura, vous inquiétez pas, il y aura plein de choses qui vont arriver sur les réseaux sociaux de First Team. Soyez bien avec nous. Je vous laisse en très bonne compagnie. On se retrouve pour moi en 2025 derrière le Burlingue, mais il y aura plein de choses sur les réseaux. Merci Tutur. La famille. Merci Thomas. Merci bien. Tom. Merci. Allez, bisous. Le Yornix.